Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix pour cette première de la semaine. D'habitude, c'est la voix de Cécile que vous entendez en premier. Vendredi, pour un problème d'extinction de voix, elle n'était pas avec nous. On a l'immense bonheur de la retrouver. Bonjour Cécile de Ménibus, ou plutôt bonsoir à 17h02. Bonjour Philippe David, bonjour à tous. Vous êtes revenu en pleine forme, mais vous avez retrouvé votre voix. Oui, ça dépend. Ça part parfois un peu en travers, mais ça devrait bien se passer. Je vous en prie. Attendez, Philippe Bonny uniquement. Oui. En tout cas, ce numéro de téléphone que vous connaissez bien, le 0826 300 300, Aude vous attend au standard. Oui, ça va Françoise? Vous faites vos visuels si vous voulez. Elle fait ses courses. Vous faites comme vous voulez. Parlez politique. Bien sûr. Mais à qui vous parlez, Françoise? Françoise, voilà. Ah oui, ok, c'est bon. Allez, on est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 19h. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Le maire doit devenir le juge de paix pour les petits délits du quotidien. C'est ce qu'affirme Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Une façon, selon elle, de désengorger la justice et de donner une réponse à toutes les plaintes. Alors parlons vrai. Est-ce que les maires sont ceux qui connaissent le mieux la délinquance dans leur commune? Et à cette question, lutte contre la délinquance, faut-il étendre les pouvoirs des maires? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité sera Robert Ménard, maire de Béziers. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. Il y a 5 ans, la France se confinait face à la pandémie du Covid-19. 128 jours, rappelez-vous, une épreuve qui a révélé la force de notre unité. Et c'est ce qu'a écrit le président Macron. Cette atteinte exceptionnelle à la liberté d'aller et venir a entravé la construction de la personnalité des jeunes. C'est ce que estime la psychologue Marie-Estelle Dupont qui sera avec nous. Alors parlons vrai. Quels souvenirs gardez-vous des confinements? Venez nous le raconter au 0826 300 300. Et à cette question, confinement, est-ce que les privations de liberté ont été proportionnées? Vous dites non à 93%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300, où vous pourriez parler en toute liberté et sans confinement. Et on vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission de cette nouvelle semaine. Soyez avec nous jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Françoise, Philippe, je ne sais pas par qui commencer. Françoise de Gouache, je vais commencer par Françoise. On aurait dit un film de Claude Sautet. Ouais. Mais oui, c'est vrai, j'adore. Qu'est-ce que j'aimais ce cinéma. C'était magnifique. Bonjour les amis. Avec qui vous parliez, Françoise? J'étais en train de parler avec un célèbre animateur pour savoir de quoi nous parlerions demain matin. Parce que vous savez, c'est un mouvement permanent, la radio. Voilà, on est là le soir, on est là le matin, on est là la nuit. C'est un peu les choses de la vie. Oui, mais c'est beau. Il a de la culture. Enfin bon, ça va. Oui, n'exagère pas non plus. Mais non, mais c'est l'Alphas Culture. C'est pas fréquent et d'un coup là. C'est de la culture de jardin en fait. Potagère. Je suis en train de me faire traiter de patate là. Philippe Bilger, vous l'avez entendu, bien entendu, ça va mon Philippe? En pleine forme. Philippe qui est arrivé avec les bras remplis de bonbons, ça va encore nous agacer, ça. Je les ai pas vus. Ils sont cachés. Jean-Christophe Couvi est avec nous, secrétaire national du syndicat de police Unité. Bonjour à tous et toutes. Unité.mi, ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, on a regroupé tous les syndicats de ministère de l'Intérieur dans un nouveau nom, Unité.ministère de l'Intérieur, donc .mi. Voilà. Avant, c'était la fédération des syndicats du ministère de l'Intérieur. C'est mieux. Oui, c'est plus simple, c'est plus clair. Et puis il y aura une meilleure répartition des votes et surtout. On trichera moins. Non, mais surtout quand on a d'autres fédérations qui nous collent. Ça veut dire que vous allez perdre le secrétariat. Vous verrez. Alors, le juge de paix, c'est 2026. Alors, si vous voulez, nous, on est des grands spécialistes de la triche. Tu verras ça tout à l'heure. C'est un vote à main levée. C'est moi. C'est moi. Okay. Très bien. Allez, Linda de Pau est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Linda. Bonsoir Linda. Linda, c'est un coup de cœur aujourd'hui. Non? Un coup de gueule, peut-être, plutôt. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. On peut dire ça comme ça. Allez-y, sur le ras-de-bol de la classe moyenne qui pense de plus en plus à partir à l'étranger, c'est ce que vous dites? Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'il y a pas mal aujourd'hui, on va parler soit des jeunes, soit, enfin pour ma part, je pense les plus de la quarantaine, cadre moyen, qui pensent de plus en plus au vu de ce que devient la France, si je puis dire, notre beau pays. On a tous envie un peu de s'évader, parce qu'on se rend compte que la pression fiscale est énorme, qu'on s'y retrouve de moins en moins, et que aujourd'hui ça se passe mieux ailleurs. Même en Italie, en Espagne, tous ces pays qui étaient un petit peu, j'aime pas dire ça, derrière nous, il y a quelques années encore, nous ont largement dépassés.
et on rêve d'ailleurs. Voilà, donc je pense qu'effectivement, dans les prochaines années, je pense que dans les 5-10 prochaines années, il y aura pas mal de départs. Dont vous, Linda, dont vous Ben, on y pense, on en parle, on est un groupe d'amis, on se dit, arrivé, on a 45 ans en moyenne, on se dit vers la cinquantaine, 55 ans, oui, on compte peut-être partir, oui. Philippe Bilger. Surtout si rien ne s'arrange. Oui. Je comprends ce que dit notre auditrice, je la trouve tout de même très pessimiste, parce que même si j'étais en position de devoir quitter la France parce que j'aurais une fortune surabondante à préserver, c'est pas le cas. Non, ça n'est pas le cas, ou même sinon, pensez à nous, la France, la patrie, le gouvernement peuvent nous décevoir, mais c'est pas à ce point-là chez moi. Mais en même temps, c'est vrai que Linda a raison, c'est un vrai mouvement qu'on observe en Espagne, qu'on observe évidemment en Italie et au Portugal, à tel point, Linda, je vous le dis, que ça pose des problèmes véritables au gouvernement portugais. Maintenant, à cause de tous les gens, les Français qui viennent à la retraite, vous avez les prix qui flambent et vous avez les Portugais qui ne peuvent même plus partir en vacances et louer des comme locations. Le Maroc. Alors le Maroc, vous avez raison, absolument. Mais là, si on reste dans la zone euro, c'est complètement dingue. Le Portugal est en train d'être victime des surretraités. Excusez-moi, ou le sud-ouest, notamment la Dordogne, d'où est Jean-Christophe Couvi avec les Anglais il y a quelques années, qui vendaient leur appart à Londres et qui ont fait flamber les prix dans le sud-ouest. Je suis d'accord, c'est un peu le même mouvement, mais là c'est à l'échelle de notre pays, c'est complètement dingue. Jean-Christophe. Nous, il y a des villages en Dordogne, effectivement, ça ne parle qu'anglais. Voilà, il y a pas. Moi j'aime bien, j'aime bien, mais enfin, c'est quand même bizarre aussi de se faire déclasser. C'est-à-dire que, alors après, on les aime bien les Anglais, mais c'est l'ancien royaume. On les a foutus dehors. Je suis de Périgueux, moi, donc on a réussi à. Dis donc, ça veut dire que vous allez bientôt travailler avec Scotland Yard. Yes, indeed. Alors, secrétaire général. En voyant la tête de notre ami Jean-Christophe Couvi, je revois le gendarme à New York quand De Funès fait le cours d'anglais dans le paquebot France. Vous savez, My Taylor is rich. Dans mon autre vie, j'ai passé 2 ans de ma vie en Angleterre comme étudiant. À Newcastle, dans le nord de l'Angleterre. Regarde comme il est moqueur, parce qu'en fait, tu parles super bien anglais. Je parlais mieux l'anglais il y a 20 ans, 25 ans. Mais il y a un mot qui ne correspond pas à vous, étudiant. Étudiant, oui, c'est ça. Ça choque. J'ai un bachelor quand même. Business International Administration. Voilà, non, mais on dirait pas comme ça. Mais non, mais si on le dirait. Je cache mon jeu. Non, mais vous faites flic du FBI plutôt. Vous trouvez pas qu'il fait plutôt flic du FBI? Oui, il fait flic d'élite, bien sûr. Non, mais il fait flic FBI. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois les FBI là dans les. Tu vois avec le tac, salut, hello, how are you? C'est sûr. Il y a le FBI et Pinot Simplifié. C'est entre les deux. Non, mais c'est pour relever De Funès dans le paquebot parce que vraiment, t'as l'air de faire des compliments aux copains, toi. C'est incroyable. Mais je suis fan de De Funès. Linda, oui, mais et on comprend. Et on est fan de Jean-Christophe Couvi surtout. Linda, merci en tout cas d'avoir accepté d'être notre vraie voix du jour. C'est un vrai sujet. Vous avez bien raison de le porter. Vrai. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. Alors, on va parler d'un nommé Jean-Paul qui a 66 ans et qui reste en prison. On en parle dans un instant. Ok. On va en parler dans un instant. J'ai oublié, mais ça... Eh bien, moi, je vais vous le dire. Il s'appelle Jean-Paul Farlot. Il a été condamné dans les années 80 à la perpétuité et son avocat demande la suspension de sa peine de prison pour des raisons médicales. On en parle dans un instant. Tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous aimez les blagues carambars, on en fait plein hors antenne. Plein. Voilà, c'est complètement ridicule. Mais même là, il faut qu'elle domine. Parce qu'elle était excellente. Non, on parlait de Johnny Wilkinson et nous, on fait nos blagues à la noix. Qu'est-ce qu'il est rasoir. Et Cécile de Ménibus, je le raconte. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Wilkinson et personne ne le fait rentrer. Pas mal. Oui. Et il y en a qui font des blagues. Non. Excusez-moi. Je m'adresse à mon réalisateur, chéri d'amour que j'aime. Non, ça c'est pour Philippe David. Et les miens aussi. Le son, voilà. Moi, quand c'est moi, c'est c'est génial. Je vais essayer de trouver un son qui rigole. Allez, on vous souhaite la bienvenue autour de cette table. Philippe Bilger qui était avec nous, Françoise de Gaulle et Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Police Unité MI. Tout de suite. FO à la fin. Oh non, ça va. Faut sourire. Non, mais il faut avoir fait Polytechnique. Mais on n'est pas loin. Maintenant, ce qu'il y a bien chez eux, c'est qu'une carte de visite tient sur une page à 4. Mathsup ou Mathspé, on hésite encore. Non mais c'est pas un syndicat, c'est une coopérative, tu vois. C'est une coopérative ou un truc d'assurance ou de mutuelle. On dirait un truc de mutuelle. C'est une partition, mais En fait, t'as plus de salive à la fin. T'imagines quand tu nous présentais Jean-Christophe Couvi du syndicat Unité
lève faute. Vite un verre d'eau. Et que le dernier on peut même chanter. Allez les amis, parce que Félix Mathieu il est avec du sérieux quand même. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Ça va être facile pour vous. Tout de suite, dans un instant, les 3 mots dans l'actu. De quoi parle-t-on ? On va parler du gouvernement ouvert à presque tous les sujets sur les retraites, à part l'âge de départ des syndicats pas très contents du coup. On va parler de cette inspection à Notre-Dame de Bétharram aujourd'hui, la première en 29 ans. Et puis de la première visite à l'étranger du nouveau Premier ministre canadien. Et devinez où c'est ? Eh bien en France, en 3 mots, retraite, inspection et visite. Merci Félix. Dans un instant, en attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur un détenu depuis très longtemps que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Je vais un peu enrichir ma densité de tout à l'heure où je parlais de Jean-Paul. En fait, grâce à... J'avais un article passionnant que j'avais préparé, que j'ai oublié, ce qui est normal, ça m'arrive assez souvent. C'est un nommé Jean-Paul Farlot. Il m'intéresse parce qu'il est incarcéré depuis 45 ans. Il a été condamné à la perpétuité pour meurtre avec acte de torture et il est très très mal sur le plan psychologique. Il ne serait pas intéressant en soi s'il ne m'avait pas interpellé personnellement parce que je me suis dit, au fond, ce serait peut-être la première fois que je serais pour une exécution de la peine, non pas indulgente, mais qui considère que les raisons médicales qu'il invoque peuvent justifier une libération à l'heure actuelle. Il a un avocat, Étienne Noël, qui est un avocat qui se bat contre les conditions pénitentiaires les plus délicates et qui fait ce qu'il peut pour faire sortir ce détenu. Je serai confronté à cette demande et je ne crois pas être laxiste. Je crois que je dirais oui tout de même. Et de quoi souffre-t-il, pardon ? Plus que d'une dépression, il a des troubles, il est en quelque sorte, le terme n'est pas beau, un légume, enfin. D'accord, il est incarcéré depuis combien de temps ? Depuis 45 ans. Donc ça veut dire qu'il est rentré, il avait 25 ans ? 21 ans. D'accord, bon, mais écoutez, moi je suis d'accord. C'est-à-dire que la prison, c'est pas la vengeance à un moment donné. Donc, oui, et puis là... à partir d'un moment où il est plus dangereux, moi je suis assez d'accord avec vous. Je pense que la justice, comme son nom l'indique, doit être juste. Jean-Christophe Couy. Moi, j'ai mis une réserve quand même, c'est est-ce qu'il est encore dangereux ou pas pour la société ? Oui. Parce que faire sortir quelqu'un au prétexte que c'est un légume, etc. Voilà. Oui, non, mais c'est hyper important. Parce que vous allez le faire sortir parce qu'il est malade ou il souffre de dépression avancée, parce que ça fait trop longtemps qu'il est en prison. Il est dit totalement désorienté. Voilà ce que. Ouais, donc en fait, vous allez le mettre dans la rue. Et vous croyez qu'il va retrouver son orientation et sa boussole ? Enfin, c'est compliqué aussi de libérer quelqu'un qui est peut-être un danger pour la société. Donc ça je sais pas, mais ça s'analyse pas autour d'une table. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas ce qu'ils font. Ils l'analysent pas autour d'une table. Il avait déjà fait des demandes qui avaient été refusées, mais là, peut-être y a-t-il quelque chose qui va les conduire à arbitrer plus longuement entre les parce que c'est une psychose délirante chronique. Voilà. Oui, alors là, c'est un peu ennuyant, une psychose délirante chronique. On en voit plein avec des couteaux dans la rue, et à chaque fois on dit tiens, ils étaient pas nets. Et les actes de torture, c'était... Là, je ne connais pas même dans l'article, il ne précisait pas. D'accord. Bon, bah écoutez, on attendra. Mais 45 ans, c'est très, c'est très rare, surtout, je pense. Oui, mais donc il avait pris perpète à l'époque, avec une mesure de sûreté. Donc s'il a pris une mesure de sûreté, ça n'existait pas, la mesure de sûreté. C'était vraiment perpète. Acte de barbarie, c'est chaud quand même. Ah oui. Voilà. Et puis il faut demander où. Voilà, il y a les familles aussi. D'un seul coup, on a commencé l'émission, il faut le faire sortir, et d'un seul coup, il faut qu'il reste en prison. Non, mais moi je dis, Philippe, prenez-le chez vous. Oui, non, mais moi je trouve ça intéressant d'étudier ça. Ça m'oblige à m'interroger. En général, je suis pour une exécution des peines intégrales, mais il y a des cas véritablement où on peut douter, me semble-t-il, mais avec les risques que vous évoquez très justement. Et moi, je pense aussi à la famille des deux ou des victimes. Ils ont peut-être leur mot à dire aussi là-dessus, parce que c'est les premiers intéressés. Absolument. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont retraite, inspection et visite. Un retour à 62 ans pas réaliste selon le gouvernement. Colère des syndicats qui se demandent à quoi peut bien servir le conclave sur les retraites auquel ils ont été conviés. 8 inspecteurs et une travailleuse sociale à Notre-Dame de Bétharram, l'établissement catholique inspecté pour la première fois depuis 1996. Et puis le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney vient d'arriver en France pour sa première visite à l'étranger. En pleine tension avec Donald Trump, il en appelle à renforcer
renforcer les liens entre alliés fiables. Les vraies voix Sud Radio. Même les syndicats modérés voient rouge sur le dossier retraite. La sortie du Premier ministre est incompréhensible, écrit la CFDT dans un communiqué. Tout était soi-disant sur la table et il vient de changer la règle. La CFTC, sur la même longueur d'onde, réclame des explications après cette réponse de François Bayrou hier. Eh bien, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui veulent surtout qu'on revienne aux 62 ans. Ça va être possible, ça, ou pas, dans le contexte dans lequel on est? Non. Vous dites clairement, 62 ans, c'est pas possible. Je ne crois pas que la question paramétrique, comme on dit, c'est-à-dire la question de dire voilà l'âge pour tout le monde, je ne crois pas que ce soit la seule piste. François Bayrou hier sur France Inter, position défendue ce matin sur CNews par la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin. La retraite à 62 ans, avec le cadrage qui a été fixé, de revenir à l'équilibre du système des retraites en 2030, c'est pas qu'on dit que c'est fini ou pas fini, c'est juste, c'est pas réaliste. Les mauvaises langues pourraient entendre quand même que ça revient un peu à dire que c'est fini. Les partenaires sociaux ont rendez-vous, en tout cas mercredi, pour reprendre les discussions sur les retraites. Sans totem ni tabou, c'est ce qu'avait dit le Premier ministre, avant donc de laisser entendre que l'âge ne sera pas un sujet possible. À l'Assemblée, le PS notamment dénonce une trahison, sans aller jusqu'à parler de censure à l'heure qu'il est. Ce conclave, pourquoi faire? Je suis un peu inquiet là pour le Premier ministre, parce qu'évidemment, il a expliqué pour quelles raisons il considérait qu'il ne fallait pas parler de 62 ans à cause de l'économie de guerre et de la situation actuelle, mais je comprends que les syndicats renaclent. Les syndicats renaclent et vous allez voir ce qui va se passer. Vous savez, on n'a pas besoin de texte de loi pour s'autosaisir d'une censure. Quand vous avez tout le spectre politique qui, depuis hier, et le ministre de l'économie qui n'est pas d'accord, qui rue aussi dans les brancards, quand vous avez l'ensemble des formations politiques qui crient à la trahison, et ben vous avez intérêt de numéroter vos abattis. Alors, moi je parle au nom de Force ouvrière, on a refusé d'aller au conclave parce qu'effectivement il y avait eu une lettre de cadrage, et quand on nous dit qu'on pouvait parler de tout, qu'il n'y avait pas de tabou, c'est faux. Ah ben non, dès lors qu'on vous met une lettre de cadrage avec des paramètres incompressibles, vous pouvez pas discuter de tout. Et donc, quand vous voulez discuter de tout, vous apportez des solutions et on les accepte pas. Donc, d'entrée, on a dit on n'y va pas. C'est un piège et c'est un gadget et on le voit bien. C'est fait pour gagner du temps pour le gouvernement. Et on voit bien qu'à la fin. Surtout. Écoutez. Et voilà, il y aura la censure. Ils auront ce qu'ils auront. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je suis pas politique. Merci beaucoup. Allez, le deuxième mot, inspection, la première de Betaram en quasiment 3 décennies. Oui, l'établissement scolaire au cœur du scandale de maltraitance et d'abus sexuels. Il n'avait plus été inspecté depuis 1996. Aujourd'hui, 7 inspecteurs ainsi qu'une travailleuse sociale se sont donc rendus sur place. Nous sommes tenus à la confidentialité, donc nous ne commenterons notre mission ni avant, ni pendant, ni à l'issue. Je vous remercie. Alors, au-delà du scandale, cette inspection intervient. Ah oui, très loquace, forcément, ambiance. Cette inspection intervient dans ce contexte évidemment très tendu, mais au-delà de ça, dans le cadre d'un plan national de contrôle des établissements catholiques sous contrat, la Cour des comptes avait dénoncé l'insuffisance de ces inspections. C'était en 2023, avant le scandale. Constat relayé par la ministre de l'Éducation nationale ce matin chez nos confrères de France Info, Elisabeth Borne. Je fais un constat simple, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait quasiment aucun contrôle dans les établissements privés sous contrat. Donc, évidemment, si on ne regarde pas, si on ne va pas sur place pour apprécier le climat, les risques de violence qui peuvent exister, on n'est pas informé. Et je note que pendant des années, ces établissements n'étaient pas inspectés. Donc, il faut naturellement que ça change. Moi, j'ai été bouleversée, je pense qu'on l'a tous été, par les témoignages de ces anciens élèves dont la vie a pu être brisée par les violences qu'ils ont subies quand ils étaient élèves. Donc, il faut absolument tout faire, c'est mon objectif, pour que de telles violences ne puissent plus se produire. Elisabeth Borne ce matin, alors que le rectorat de Bordeaux fait inspecter aujourd'hui cet établissement Notre-Dame de Betaram. Troisième mot, visite. Le nouveau Premier ministre canadien vient d'arriver en France. Il vient de succéder à Justin Trudeau et Mark Carney nous fait l'honneur donc de sa première visite en pleine tension avec son voisin du bas. Je parle des États-Unis de Donald Trump. Eh bien oui, le nouveau Premier ministre canadien entend regarder maintenant à travers l'Atlantique. C'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables comme la France. Nous devons renforcer la collaboration entre nos pays pour assurer notre sécurité. Voilà, houspillé par Donald Trump qui voudrait bien en faire un nouvel État des États-Unis. Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney a 2 doigts de donner à Emmanuel Macron du toi t'es mon gars sûr. En tout cas, le Canada va présider le G7 cette année et il a invité le président ukrainien Zelensky à y participer. Ça sera au mois de juin.
Merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouvera après 18h. Et puis dans un instant, Valérie Pécresse qui propose que le maire devienne le juge de paix des petits délits. Alors parlons vrai, est-ce que les maires sont ceux qui connaissent le mieux la délinquance dans leur commune? Et à cette question, lutte contre la délinquance, faut-il étendre les pouvoirs des maires? Vous dites oui à 83%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Robert Ménard est avec nous, un maire de Béziers. Monsieur le maire, bonjour. Petite question avant de partir en pub. Est-ce qu'on ne risque pas une justice à géométrie variable en fait, en fonction de l'idéologie de chaque élu? Bon, écoutez, c'est de la foutaise, ceux qui nous reprochent ça. Vous savez, moi, je suis un maire responsable, j'applique les mêmes règles que partout en France. Simplement, il faut qu'on ait plus de pouvoir. On ne peut pas demander à la fois à la police municipale de faire tout ce qu'elle fait, j'y reviendrai, et en même temps dire à nos policiers municipaux qu'ils ne peuvent pas ouvrir le coffre de votre voiture ou vous demander votre pièce d'identité. Il y a une folie là-dedans. Allez, on en parle dans un instant, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h, les vraies voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h ce soir avec Philippe David, avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois et notre ami Jean-Christophe Couvi. Alors, attendez, je vais dire le nom, secrétaire national du syndicat de police Unité MIFO. Ça va? Ça va, c'est parfait là. À vos souhaits. Allez, bienvenue tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La grogne des maires de France. Il a supprimé aux maires la taxe d'habitation, ce qui est idiot, parce qu'en réalité en faisant ça, on enlève ce qui permet aux maires de gérer leur commune. Oui, quand la France va mal, quand la France se déchire, les maires sont là pour réparer à proximité. C'est devenu très compliqué pour les maires. Il n'a pas tant de pouvoir que ça. Contre la suppression de la taxe d'habitation, la baisse régulière des dotations de l'État, le coût délirant l'hiver dernier, on s'en souvient, de l'énergie, eh bien beaucoup de communes aujourd'hui se retrouvent sur le flanc. Qui parle là? Le maire doit devenir... Ah, pardon, parce que Françoise, à chaque fois, elle n'arrête pas de parler. Attention le micro, Françoise. Oui. Le maire doit devenir le juge de paix pour les petits délits du quotidien, affirme le président de la région Île-de-France, la présidente, Valérie Pécresse, une façon, selon elle, de désengorger la justice et de donner une réponse à toutes les plaintes. Alors, parlons vrai. Est-ce que cela peut fonctionner de la même manière dans les petites et dans les grandes communes? Et à cette question, lutte contre la délinquance, faut-il étendre les pouvoirs des maires? Vous dites oui à 83%. Vous voulez réagir au délai vraie voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Robert Ménard, maire de Béziers. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. On sait que le maire est, dans notre paysage politique, relativement discuté, la personnalité qui demeure la préférée des Français. Mais je voudrais attirer l'attention sur non seulement la question de Sud Radio, mais montrer à quel point elle peut créer une contradiction. À la fois, on a fait un certain nombre de débats pour regretter que les maires soient en permanence, dans leur quotidienneté, affrontés à des violences verbales et physiques qui naissent tout simplement du besoin de proximité qu'ils ont naturellement avec les administrés. Et le rôle qu'on veut leur donner en plus, qui n'est pas scandaleux en lui-même, et d'ailleurs serait-il sans doute compétent pour l'exercer, risque d'aggraver encore ces conflits et ces problèmes de proximité avec une justice, me semble-t-il, qui à l'égard des maires ne prend pas la juste mesure des violences dont ils sont victimes. Donc j'attire simplement l'attention sur cette contradiction. Françoise Degois. Oui, c'est vrai que c'est une contradiction réelle, mais en réalité, écoutez, on a une police nationale qui est à l'os. Moi, je vois très bien... Ça passe dans les grandes villes, ça passe même dans les villes moyennes, mais dans les petites villes, même des petites villes, je pense à un département où j'ai vécu longtemps, dans le Var par exemple, avec les petites communes du bord de mer, du littoral, etc. Je vous assure qu'à un moment donné, déjà ils sont dépoilés en termes d'effectifs policiers classiques ou gendarmes. Évidemment, les policiers municipaux font ce qu'ils veulent, mais ils sont limités. Moi, je ne suis pas, on va pas recommencer le débat armée par armée, etc. Je pense quand même que il faut les êtres sont des êtres responsables. Je crois que Robert Ménard a raison quand il dit les maires sont des gens responsables, sinon ils sont pas réélus a priori. Ils sont testés tous les jours, il y a à portée de baffe des citoyens. Donc il faut
aider la police municipale à aider la police nationale. Voilà, je peux pas le dire mieux. La parole est à la police nationale. Jean-Christophe Couvi. Bon, alors moi je suis très attaché au régalien, mais maintenant c'est vrai qu'une fois qu'on a mis le doigt dans le continuum de sécurité, aujourd'hui de toute façon on peut plus faire marche arrière. Nous on fait toujours attention, c'est-à-dire que la police municipale en volume ne doit pas se substituer à la police nationale. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire un écart des deux. Ils viennent en complément de l'action de la police nationale, parce que l'égalité dans le triptyque liberté, égalité, fraternité, l'égalité c'est aussi l'égalité de chaque citoyen devant la justice et la sécurité. Et en fonction des mairies qui vont être plus riches que d'autres, eh bien, vous pouvez avoir justement à force un problème d'égalité devant la justice. Et après, je reprendrai juste que le maire n'aura pas de pouvoir de justice. C'est pas le juge de paix. Le maire a des pouvoirs de police. Et ça, à la rigueur, il peut y avoir une discussion, effectivement, peut-être pour améliorer et donner plus de prérogatives à certains agents de la police municipale. Le maire est déjà au PJ 16, il est officier de police judiciaire, il n'a pas tous les droits comme un policier, mais je ne sais pas au nom de quoi. Alors là, après, peut-être que le maire nous le dira, mais par exemple, pour ouvrir les coffres de voitures, etc., il faut des OPJ sur le terrain. On va pas réveiller le maire la nuit pour qu'il nous donne l'autorisation d'aller fouiller un véhicule. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faudra discuter à la marge. Mais après, nous, ce qu'on constate en tant que policiers nationaux, c'est qu'en fait, on nous a enlevé, entre guillemets, la proximité avec les citoyens, et c'est la police municipale qui a pris le relais. Et ça, on le voit aujourd'hui, on a des difficultés à renouer le contact avec certains quartiers, parce qu'en fait, on n'y va plus. Mais parce que quand on y va en intervention. Tout le monde s'est foutu de Lionel Jospin avec la police de proximité, mais regardez. Oui. Bah, voilà. Robert Ménard. Robert Ménard, votre avis dans ce domaine, après avoir écouté les vraies voix? Qu'est-ce que je voulais vous dire? D'abord, il y a de fausses affirmations qui ont plus lieu d'être. Je suis d'accord avec madame pour dire on va plus reparler, par exemple, du fait d'armer la police ou pas. C'est un débat tranché. Moi, j'ai été une des premières mairies à le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas un maire de droite comme de gauche qui n'arme pas ça à la police. Voilà. Qui étaient les premiers quand il y a eu l'attentat à Nice? C'est la police municipale. Voilà, j'allais le dire. Oui. Qui à Mulhouse prend les premiers risques, c'est la police municipale. Tu peux pas demander à des policiers de prendre des risques et de pas se protéger eux-mêmes. Donc ça, c'est un débat qui est tranché. Oui, moi je préférerais que la police nationale fasse le job, mais elle le fait pas. C'est tout. Dans ma ville, s'il n'y avait pas la police municipale, on verrait pas de policiers ou quasiment pas de policiers dans les rues. Et vous demandez à vos confrères à Béziers, ils vous le diront. On a, nous, aujourd'hui, la police municipale, tout confondu, c'est 190 personnes. Il y a 230 policiers à Béziers, mais on voit plus la police municipale sur le terrain parce que chacun fait une partie du boulot. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est que tout le monde s'entende. Mais aujourd'hui, moi, en termes de policiers, il y en avait 30 quand je suis arrivé, il y en a 120. Il y avait une trentaine de caméras, il y en a 480. Et la police nationale, la gendarmerie sont les premières à bénéficier de ces caméras puisque c'est nous qui les gérons. Donc moi, je ne veux pas là non plus. On n'est pas en conflit, on essaye de travailler ensemble. Le problème, c'est qu'on ne nous prend pas suffisamment au sérieux. Oui, je sais que ça pose un certain nombre de problèmes, mais il y a des choses de bon sens, de simple bon sens. Quand les gens, les Biterrois, les gens de chez moi, voient qu'un policier ne peut pas, policier municipal qu'il voit tous les jours, ne peut pas demander une carte d'identité, sauf en flagrant délit, vous avez raison, je le précise tout de suite, à quelqu'un, ne peut pas offrir un coffre, ne peut pas avoir accès, n'a pas accès aux fichiers des voitures volées. Mais enfin, c'est invraisemblable. On peut pas demander à la police municipale de faire son boulot et pas lui demander de lui donner les moyens. Le maire que je suis, pardon d'être un peu long, mais vous avez compris que ça me tient à cœur. Le maire que je suis ne sait pas, c'est pas vrai parce que le préfet, je m'entends bien avec lui, mais légalement, je ne peux pas savoir le nombre de gens fichés dans ma ville. Mais c'est à tomber sur la tête. Vous savez, c'est un peu exactement comme ce qui m'est arrivé. Vous parliez des polices, des pouvoirs du maire. Quand j'ai refusé de marier quelqu'un qui était en situation illégale. Moi, je veux bien le droit. Mais demandez aux Français, enfin, vous avez fait des sondages sur radio là-dessus, demandez aux gens si ça leur paraît évident que je puisse le refuser. J'ai pris un arrêté municipal interdisant, alors là c'est pas l'État, mais interdisant, enfin ça, madame, je dis madame d'abord, mesdames, pareil pour les hommes, dans ma ville il est interdit quand vous avez moins de 13 ans d'être tout seul dans la rue après 23 heures. Mais c'est le bon sens. Est-ce que vos enfants, à 2 heures du matin, ils pouvaient se promener dans la rue? Pardon, mais je suis poursuivi par la Ligue des droits de l'homme. Je vous donne des exemples comme ça. Moi, je suis par exemple
qui est des autorisations de commerce. C'est fini là-dessus, je vous promets. Je vais poser sur le choix des commerces dans ma ville. Robert Ménard. Plus parce que je sais que c'est des lieux de blanchissement d'argent. Ça y est, comme j'ai un préfet formidable, il n'a pas fait recours, il n'a pas contesté l'arrêté que j'ai pris. Voilà, oui, les maires sont des gens responsables, ils sont populaires, appuyons-nous sur eux. Robert, tout le monde est d'accord sur la police municipale qui doit être le complément de la police nationale. Vous diriez, avec votre expérience de maire, que la police municipale est inspirée par le même esprit. Au fond, quelle est la différence entre ces deux polices ? Mais Philippe, il n'y a plus de différence. On a un responsable de la police nationale. Je recrute, les 3/4 des gens que je recrute, c'est soit d'anciens policiers, soit d'anciens gendarmes. D'accord. Pourquoi ? Parce que souvent les conditions de travail aujourd'hui sont meilleures dans la police municipale que dans la police nationale. Monsieur, vous êtes policier, vous êtes sensible à ça. On tire plus de cartouches dans la police municipale que dans la police nationale. Les installations que je mets en place pour la police municipale sont plus confortables. Je vous rappelle une anecdote, ça ne va pas vous faire sourire, moi non plus, mais je pense qu'on va partager le même sentiment. Figurez-vous qu'il y a quelques années, c'est les employés municipaux qui allaient faire le ménage, vous entendez, dans les locaux du commissariat à Béziers parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Mais tu tombes et je le faisais, vous avez compris, je le fais bien volontiers, mais je tombe comme moi. Enfin, c'est normal. Oui, aujourd'hui, il y a un problème, et puis, pardon, je veux juste vous reprendre sur un mot, c'est pas un problème de richesse des communes. Béziers est une commune pas riche. C'est un problème de choix politique. Moi, mes citoyens, ils me demandent deux choses avant toute autre chose. Ils me demandent, quand ils sortent de leur ville, de leur maison, d'être en sécurité et que ce soit propre par terre. Non, mais vous avez raison. Juste avant Jacques-Christophe, juste un mot pour dire quand même, Robert Ménard, moi je peux pas entendre que vous dites ok, il y a la loi et puis il y a les sondages et ce que pense l'opinion. Moi je m'en fous un peu de ce que pense l'opinion. On n'est pas dans une sondocratie, malheureusement si, trop souvent, mais je pense pas non plus que les pouvoirs du maire puissent être, comment dirais-je, élargis à l'infini dans le domaine de la justice. Non, il y a encore un État et fort heureusement on est un État centralisé et c'est normal que les choses soient respectées, y compris au niveau des communes. Après, c'est un jeu que la LICRA porte plainte contre vous. C'est le jeu démocratique. Ça n'est pas si grave. C'est ce que je veux dire. D'abord, c'est pas la LICRA, Dieu merci. Non, c'est la LDH, pardon, la Ligue des droits de l'homme. Pardonnez-moi. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est normal. C'est normal, enfin. Mais je vais pas vous répondre là-dessus. Je vais répondre avec les mêmes mots que notre ami policier. Je suis maire. Donc, je suis officier de police judiciaire. D'accord. Et un de mes boulots, c'est d'assurer la sécurité, la tranquillité publique, c'est le mot, dans ma commune. Et en même temps, je suis officier d'état civil. Et cette double casquette me met dans une situation invraisemblable où je dois marier, parce que je suis officier de police, parce que je suis officier d'état civil, quelqu'un qui est juste en situation illégale dans ma ville, qui a été condamné de la prison et qui est en situation et à qui on a imposé une OQTF. Et c'est moi qui vais être condamné, madame. Non, mais moi je vous parle pas des jouets. Non, mais Robert, vous m'interpellez. Je vous parlais pas de ça. Je vous parlais des commerces dont on sait tous très bien qu'ils font du blanchiment d'argent. D'abord, on ne le sait pas tous. C'est pas parce que c'est au doigt mouillé. Il y a des enquêtes, donc il y a une justice. Voilà. Jean-Christophe Cour, parce qu'on part en 0826 300 300. Non, mais alors vite, effectivement, c'est vrai que les polices municipales, on le voit, et d'ailleurs, c'est ce qui ça nous fend le cœur, mais c'est comme ça. Il y a une appétence de nos collègues pour partir à la police municipale en détachement, parce que effectivement, il y a plus d'équipements, il y a des primes que nous on n'a pas, il y a de la formation, il y a du tir. Ils se rapprochent de chez eux. Ils se rapprochent de chez eux en mutation, et en fait, on a une technostructure. Mais non, mais nous on a une technostructure police depuis des années qui n'est pas innovante. En fait, ils restent sur les vieux acquis en espérant, et ils disent ouais, mais les policiers partiront jamais. Aujourd'hui, les policiers ils zappent, ils partent parce qu'ils ont mieux ailleurs. En revanche, ce qui nous manque, et c'est là où il faudra travailler, c'est que quand la police municipale fait une affaire, elle amène le prévenu devant l'officier de police judiciaire. Et là, nous, on doit traiter les cas. Et quand vous savez qu'il vous manque 5000 OPJ dans toute la France,
alors qu'on est soi-disant cartographié à 22 500, on en a réellement que 17 500. En fait, on est noyé par les affaires. Et donc, du coup, il y a un tri. Et des fois, on dit, mais non, on peut pas te prendre ton gars parce que moi, j'ai déjà 200 dossiers à traiter et je peux pas. Et donc, en fait, c'est tout ça aussi que les citoyens ne comprennent plus. Donc, en fait, il faut refonder vraiment, je pense, la police et la justice et trouver une solution. En fait. C'est la chaîne qui marche pas. Allez, on part au 0826 300 300 avec Linda de Pau. Linda, qu'est-ce que vous en pensez? Plus de pouvoir pour les polices, pour les maires face à la délinquance? Oui, moi je suis totalement d'accord. D'ailleurs, je suis totalement d'accord avec toutes les mesures qui ont été prises par Monsieur Ménard. Donc voilà, je trouve ça très bien. Donc faut voir après comment ça se formalise, parce qu'on parle toujours de délégués entre guillemets, mais après on donne pas forcément les moyens. Donc ça c'est encore autre chose. Ce qui est sûr, c'est que les maires ont toujours été les gardiens du bien vivre et de la sécurité au sein de certaines villes. On l'a vu, il y a certains maires qui arrivaient à maintenir leur ville à flot quand le reste de la France partait un petit peu en vrille. Donc je pense que c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de leur donner, d'élargir leurs compétences, si je puis dire, et surtout de leur donner de vrais moyens. Qu'est-ce que vous aimeriez pour vous, Robert Ménard, de plus aujourd'hui? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, un certain nombre de pouvoirs supplémentaires, pas pour les enlever aux autres, mais pour qu'on soit plus efficace. Enfin, attendez, l'exaspération de concitoyens face à une petite délinquance, pas forcément le terrorisme et tout, pas forcément les gros trafiquants de drogue. Les gens, ils en peuvent plus d'un certain nombre de petits délits. Par exemple, on a la possibilité maintenant, j'espère pouvoir, ce qui s'appelle des audiences foraines. Pour répondre à votre question, à ce que disait Madame Pécresse, c'est quoi une audience foraine? C'est une audience qui se tient à l'hôtel de ville, en présence d'un magistrat, d'un procureur en l'occurrence, qui traite des petits délits, des tout petits délits, et qui permet de désengager, vous savez, le tribunal de tout un tas d'affaires, de les traiter vite et de les traiter le plus près possible du moment où il y a eu le passage à l'acte. Parce que ce qui exaspère souvent, madame, nos concitoyens, vous savez, c'est les mois, les 6 mois, les 1 an, entre le moment où le mec ou la fille, ils ont fait un truc insupportable et le moment où ils sont condamnés. Ils ont le sentiment d'une impunité, ce qui n'est pas vrai souvent. Et donc, par exemple, j'espère pouvoir faire des choses comme ça. Ça rend service à tout le monde. Il y aura moins de gens dans les tribunaux. Ça montre que l'hôtel de ville, c'est aussi un lieu où on peut condamner un certain nombre de gens pour des petits délits de voisinage, des dépôts sauvages, mais les choses qui pourrissent la vie de mes concitoyens. Voilà ce que j'aimerais qu'on me laisse faire. Merci beaucoup, Robert Ménard, maire. La passion de Robert Ménard pour sa ville et son métier de maire, c'est dingue. C'est bien. Incroyable. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Dès que vous passez à Paris, vous venez nous voir, Robert Ménard. Vous ferez une émission avec nous. Il est souvent à Paris. Oui. Ah! Et ne nous le dis pas. C'est quoi ce regard un peu malicieux? Non, mais parce que je l'aime beaucoup. Non, il y a un sujet là. Non, ne parlez pas du lieu de vacances de Philippe Bilger qui est à côté de Béziers. Ah non, ne recommencez pas. Mais enfin, il faut quand même le dire, vous étiez ce week-end. Il y a Béziers sous roche. Vous avez fait un calembour correct. Chère Linda, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et si vous ne le saviez pas, vous êtes sur Sud Radio et on vous en remercie beaucoup. Plus d'1 million à nous suivre, en tout cas sur cette belle chaîne YouTube où on peut vous faire coucou, on est là. Avec Philippe Bilger qui fait coucou. Faites un peu la Miss France. Ah, vous êtes très bon. La caméra n'est pas en haut, Philippe, elle est en face. Je suis aussi doué pour la caméra, pour le micro. Françoise de Gois. Coucou. D'accord, je suis pas coucou, moi. Vous avez entendu parler qu'il faisait beau en ce moment. Donc faut arrêter de chanter. Ça va pas durer. Et Jean-Christophe Couvi, parce que là, ça va durer toute la séquence, secrétaire national du syndicat de police unité MIFO. Oui. Bravo. Et moi, je suis pas un coucou. Et Linda est avec nous. Oui. Linda, c'est à vous de lancer le jingle. C'est parti pour le quiz. Radio, le quiz de l'actu. Oui, très bien. Et ça commence par un son. Qui c'est qui l'a dit 3 points. Et est-ce que on écoute le son? Oui, bah oui. On écoute le son. On en a marre d'en avoir une toute petite
Qui c'est qui l'a dit? On en a marre d'en avoir une toute petite. C'est pas au Cap d'Agde ce week-end? Non, c'était à Paris 12e. Ouais. Vous n'avez pas reconnu la voix? C'est un homme politique connu. On repasse. Mélenchon. Glucksmann. Bonne réponse de Françoise Degois. Bravo. Je connais pas les remplaçants. On en a marre d'en avoir une toute petite. J'ai trouvé cette phrase fabuleuse. Ouais. Ah bon? Il parlait quand même de la Statue de la Liberté. Ah oui, de en comparant celle de Paris et de New York. Mais il a fait rire tout le monde. Ça nous a fait marrer de garder que la fin. Oui. Qui c'est qui l'a dit, Linda? Il faut que le Parti socialiste retrouve le chemin du peuple et arrête d'être à côté de ses pompes. Alors, c'est un député. Allez-y, c'est un député socialiste qui était sur Sud Radio il y a quelques jours. Hollande. Non. Philippe Brun. Bonne réponse de Françoise Degois. Député De PS. T'as vu que dès que ça parle de la gauche, je m'envole. Ouais. Question qui c'est qui l'a dit? J'ai une dette d'honneur envers Bruno Retailleau. Ah, je Linda. sais. Darmanin. Bonne réponse. Philippe, non, oh non, c'est pas vrai, on l'a dit en même Mais temps. François, Mais c'est soyez pas gentil. vrai. Mais Françoise, Mais vous c'est- êtes mauvaise joueuse. Mais c'est vraiment, c'est odieux. Maxime. Françoise a débuté sa réponse en disant Valérie Pécresse. Ah, c'est moi qui l'ai dit en premier. Et donc c'est Françoise qui le dit Mais en premier oui. en commençant par Valérie. Ben voilà, c'est moi en premier. Valérie Express, quoi. Mais non. Quoi. Mais écoute, parfois il te donne raison, parfois il me donne raison. Mais c'était Mais ça n'est évident. pas vrai. Qui Je c'est débouche devant? tes oreilles. Qui C'est moi c'est- qui ai commencé. S'il vous plaît. Excusez-moi, la police est là. Ouais, c'est des gamins. Hein. Ouais, toi, ça va. Qui c'est Allez, j'ai sorti une bombe au poivre. S'il vous plaît, Linda, qui c'est qui l'a dit sur les retraites? Laisser entendre qu'un retour à 60 ans serait possible est un leurre. Bayrou. Non. Monchalin. Non. Une autre. Ah, mais c'est. Députe. Spoons, c'est pas Aurore Berger. Non. Qu'est-ce qu'on a Elle a été au Maud porte-parole. Maud Bréjon. Ouh là là. Test dopage pour Françoise Degois. Ne criez pas, j'ai perdu un tympan, merci Françoise. Non, mais. Question qui l'a dit, 3 points. Il a fallu percer ce ballon d'amour propre qui nous empêchait de nous libérer. Linda. C'est pas un politique. Un rugbyman, je sais pas. Oui, allez-y. Pas un rugby. Enfin, c'est un ancien rugbyman. Un ancien rugbyman. Ancien rugbyman, je ne sais pas. Là, je bug. Un sélectionneur. Bah, Galtier. Bonne réponse de Françoise Degois. Ah, quel dommage. Ah oui, Qui c'est? Mais moi, je peux pas. On est à combien là? Il n'y a que vous qui avez mis des points, alors au moins c'est réglé. C'est combien là? C'est trop. Vous en êtes à 15. Oh non, ça va. Qui c'est qui l'a dit, Linda? J'ai tourné une certaine page, mais on ne peut pas tourner la page de sa passion. C'est un grand journaliste sportif. Linda. Grand journaliste. Qui parle souvent anglais. Non, Linda, elle répond en premier. Ah, donc tu vous lui laissez pas le temps. T'es pénalisé. Vous arrivez, bon, Philippe Bilger. Non, mais t'es pénalisé. Mais vous n'avez pas respecté la règle. Laquelle? Que Linda devait répondre en premier. Mais j'ai répondu. Non. Oui, mais elle n'avait pas répondu, elle. Mais quand je gagne, on me dit que c'est trop tard. Et je pense que je vais mettre mauvaise foi. Et Philippe Bilger, mais c'est vous qui l'avez inventé ce mot. Est-ce que tu peux le garder? Franchement, garde cet extrait. Allez, alors. On a fini à 6. Bah oui. Bon, non, vous êtes à 3. Françoise Degois, 15. On a une question en plus, allez-y. Allez. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, mon objectif est de réconcilier les finances publiques et la démocratie. Linda. Bruno Le Maire. Non. Éric Lombard. Non. Une dame. Une dame, Monchalin. Bonne réponse de Françoise Degois. J'adore Françoise Monchalin. Ah bah, parce que regarde le zouzieux que j'ai à côté. Non mais regarde, mais tu peux comprendre. Enfin, c'est un enfant. Je ne discute pas, C'est un ma chère enfant. Françoise. Alors, Philippe. Alors écoutez, c'est un score de rugby, 18-3. La police, le 17, ça sonne très longtemps, ça répond jamais. Et Linda, pour un premier essai, c'était pas mal. Ouais. Merci, c'est gentil. Je dirais presque que vous n'avez pas eu de peau. Oui, exactement. Et il est content. Il faut voir Il y en a, ils font des carrières avec ça. Parce que Linda habite à Pau. Oui, c'est pas vrai. Merci de toute Il y a marqué débile ou c'est un peu effacé sur le front? Mais ça aurait été tellement mieux de dire Linda qui habite à Pau n'a pas de bol. Là, c'était mieux. Là, c'était chic. Je suis d'accord avec toi, mais c'était un peu sophistiqué. Ouais, mais parler de bol, là, j'aurais bu la tasse.
Ouais. Oh, mais il est infernal. De toute façon, depuis 15 heures, il est infernal. Excusez-moi, après, appelez-nous la vraie police. Mais elle est là. Je suis là. Non, mais il dit rien, il moi, est c'est un peu. Ah, moi, je suis. Non, c'est parce qu'il fait un concours. Tapis dans l'ombre, prêt à bondir. Voilà. C'est la technique. Linda, on vous embrasse très fort. Merci d'avoir joué avec nous et d'avoir été une vraie voix très, en tout cas passionnante et très sympathique. Dans un instant, le journal et bien entendu la météo avec Rémi André et puis Philippe Bilger. David. Alors, voilà. Depuis quelques jours, on est à quelques semaines de la foire de Paris. Je crois que le concours du l'épine du propos le plus délirant est lancé. Et là, plus ça va, plus j'en trouve. Vous allez voir. Bon, bah, trop mieux. Ça nous fait de belles jambes. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix autour de cette table aujourd'hui en ce lundi 17 mars. 17, c'est la Saint-Patrick. 17 mars. Bah oui, bonne fête à Patrick Roger. Une date importante, 17 mars. Oui. Hein. Ah oui. Alors on n'attend pas Patrick. Oui. C'est la veille de l'anniversaire de ma maman. Oh, c'est un bon anniversaire. 18 mars par anticipation. Mais non, mais les amis, 17 mars, c'est la date du confinement. Aussi, c'était le 16, non, c'était le 16 mars. C'était le 16 ? C'était le 16 mars. Jurez-le. Je le jure, je crois. Oh, j'ai peur là, quand on regarde comme ça. Permettez-moi juste un mot. Je compatis pour votre mère d'avoir une fille comme vous. Ça, je dois dire que je vous embrasse, madame, et je compatis. Bien sûr, ma pauvre maman, qu'est-ce que bouge-toi les oreilles. Quand je pense que ma mère vous adore, non mais c'est dingue, hein, c'est affreux. On est trahi par les siens. Affreux. Qu'elle a demandé qu'on soit gentil avec vous. Allez, depuis qu'elle a demandé ça, on n'arrive plus à être méchant. On porte plus les coups, tu vois, c'est... Et pourtant, il les mériterait peut-être davantage qu'à une certaine époque où il était plus économe de ses calembours. Ouais. C'était bien cette époque ? David, on n'a pas connu, hein, c'était à la préhistoire. En fait. Il faut remonter dans notre mémoire karmique, tu vois. On était à Lascaux, dans le département on allait chasser les dinosaures et tout. Là, c'était déjà la police dans la grotte. C'était le 17 mars 2020 à midi. Donc j'avais raison. Exactement. Et ben voilà. C'était la veille qu'il y a eu. C'est le 16 mars que Macron l'annonce. Vous avez raison. La guerre. Mauvaise foi. Mais non, quelle mais pas mauvaise du foi, tout. ça va. C'est pas possible. Françoise de Gaulle, la mauvaise foi. Philippe Bilger est avec nous. La bonne foi. Oh non. Et Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité MI-FO. Oui, bravo. C'est bien, mais un peu court. MI-FO. Petit panda de Chine. Et que le dernier ferme la porte. Allez, 0826 305. Oh là là. 300. Un indice différent. Vous êtes troublé, ma chère. Mais non, mais c'est pas ça. C'est Françoise de Gaulle qui n'arrête pas de me faire rire depuis tout à l'heure. C'est vous. 0826 Françoise. 300. Vous laissez des messages, on les écoute. Voilà, c'est tout. C'est simple à dire pourtant. Oui, bonjour, c'est Laurent de Conflans-Sainte-Honorine. Je voudrais réagir à ce que vient de dire Philippe David concernant le nouveau nom du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Je ne crois pas que ce soit à cause de la peur que c'est pris autant de temps. Ce n'est d'ailleurs pas à cause de la peur. C'est simplement dû au fait que les gens ont voulu attendre que les gamins qui étaient en 6e à cette époque soient sortis du cycle scolaire du Bois d'Aulne. Donc attendre qu'ils aient passé la 3e. C'est la seule raison. Voilà pourquoi ça fait 1610 jours. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci et surtout continuez comme ça. Ciao. C'est bien comme précision. C'est très bien et on remercie notre ami Laurent. C'est Laurent de sa précision. Et si c'est pas la peur, c'est très bien. Mais c'est très bien pour pas les traumatiser une seconde fois. C'est pas mal. Oui, en tout cas. L'important c'est que ça existe. Donc vous aviez dit une chose inexacte. Non, j'ai dit j'espère que ce n'est pas la peur qui a causé ce retard. Voilà. Il se protège toujours derrière des prétéritions et compagnie. Je ne vous ai jamais connu. Excusez-moi, prétérition, c'est trop compliqué une pour moi. chose aussi complexe. Oui, une pensée complexe comme ça, c'est bizarre. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe dans cette émission aujourd'hui? Je suis victime de l'Asie et de Colibet. Il y a un problème où vous avez bu des trucs bizarres, non? Mais je sais pas. On est étonnamment heureux. Vos bonbons là, vous faites passer sous le nez depuis tout à l'heure. Il n'y a pas des substances. Allez, les amis, dans un instant. Non, mais il y a un truc sérieux. Dans un instant, il y a le coup de gueule de Philippe David. Oui, mais écoutez, on parlait de substances. Il y en a, quand ils tiennent des propos, je sais pas si ce qu'ils ont fumé c'est de la bonne, mais en tout cas c'est de la forte. Vous allez voir, c'est mon coup de gueule. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les
vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue dans cette émission très rayeuse aujourd'hui. Je vous le dis. Voilà, on expliquait hors antenne que, voilà, puisque Philippe Bilger parlait de gens qui avaient bu, que j'ai bu un jour un cidre doux à 2 degrés et que j'ai dormi 1h30. Voilà, c'est ce que je dis. Et une fois, elle a fait un acte de folie, elle a mangé 3 bonbons, mon chéri, et là, on a perdu pendant la nuit, c'est ça? À la cuite de l'année, là. Non, mais ça, je suis incapable d'en manger, c'est pas possible. Bref, autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, Jean-Christophe Couvi, et on s'en fout du truc, oui. Parce qu'on va pas passer des heures. Bien sûr. Merci. Françoise Degois, en attendant. On peut compter sur ses amis, c'est bon. Mais c'est quoi ce fou rire tout le temps aujourd'hui? Mais c'est Françoise. Mais c'est pas Mému, vous êtes gonflé. Allez, soyons sérieux. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Paris. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment, à quelques semaines de la foire de Paris, que le concours Lépine du propos le plus délirant bat son plein et que jour après jour, on creuse tellement qu'on a épuisé les réserves de pétrole, dépassé la profondeur du gaz de schiste et qu'on ne devrait plus tarder à atteindre le noyau terrestre. On écoute ceci. Nous allons dire aux Américains 2 choses. D'abord, rendez-nous la statue de la liberté. Vous avez reconnu la voix de Raphaël Glucksmann, eurodéputé Place Publique, qui a demandé aux Américains de rendre à la France la statue de la liberté lors du congrès de son parti. Et je dois dire que, après mes coups de gueule de la semaine dernière, dans lesquels on allait pêle-mêle de la pilosité pubienne selon Ercilia Soudet à la merveilleuse époque de la Seconde Guerre mondiale en France par le général Yakovlev, je ne m'attendais pas à entendre ce type de propos venant d'une personne théoriquement sensée. Des propos d'un tel niveau qui nous ont ramené 22 ans en arrière à l'époque de la guerre d'Irak, quand le Congrès américain avait rebaptisé les French fries en Freedom Fries, c'est-à-dire les frites françaises par les frites de la liberté, pour sanctionner le non-suivisme français dans cette guerre dont on connaît aujourd'hui tous les dégâts qu'elle a causés. Mais suivons cette rhétorique de rapatriement de la statue de la liberté. Va-t-on renvoyer aux USA les corps des 9388 soldats américains qui reposent au cimetière de Colville-sur-Mer à côté d'Omaha Beach, surnommé Bloody Omaha outre-Atlantique, ce qui signifie Omaha la sanglante ou putain d'Omaha? Va-t-on demander au gouvernement américain de rapatrier les 2289 dépouilles américaines du cimetière du Bois-Bello, la principale bataille à laquelle les Américains ont participé lors de la Première Guerre mondiale? J'avais pensé, vu les réactions stupides aux USA lors du French bashing de 2003, que quelque part, nous Français n'irions jamais aussi bas dans le ridicule. 22 ans plus tard, les faits m'ont donné tort et rappelé que nous copions toujours des Américains avec 20 ans de retard, pour le meilleur et pour le pire. Parfois, je me dis que je n'aurais jamais intérêt à dire une chose qui est une ineptie, mais sans la moindre importance, parce que j'aurais droit à une indignation fabuleuse de Philippe. Allez, mais vous en dites tous les jours, pourtant. Oui, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. C'était pas ça, c'était pas son week-end, parce que il a une énorme boulet. Enfin, c'est bêta, voilà. Ouais, non, mais c'est du niveau des French fries. Non, mais ça tenait en une seule phrase. Non, mais c'est puéril. Mais alors, moi, ce que j'ai le préféré avec lui, si vous voulez, c'est la une de la tribune. Je peux laisser ma peau pour la présidentielle. Donc, au moment où les gens meurent en Ukraine, les gens sont morts le 7 octobre, les gens meurent à Gaza, les gens meurent au Kivu, les gens meurent partout. Donc voilà, à part le ridicule, il n'y a rien qui tue dans une présidentielle. Et donc là, je pense que lui, il s'est un peu tué ce week-end. Voilà. Oui, alors moi, ça va. Bon, on voit bien aujourd'hui que les politiques, malheureusement, ils n'ont que le buzz pour exister des fois. Et ils manquent de fond. Donc du coup, on essaie de travailler sur la forme. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un cadeau qu'avait fait la France pour les 100 ans de la déclaration américaine de l'indépendance. C'est en 1876, donc on avait offert ça, c'était Bartholdi. Et je trouve que au contraire, c'est un hommage. Et ça fait la fierté d'un pays. Et un cadeau, ça ne se reprend pas. Et un cadeau, ça ne se reprend pas. Repris, c'est volé. C'est ce qu'on dit toujours. Donner, c'est donner. Repris, c'est volé. Donc voilà. Merci beaucoup, Philippe David. Et tout de suite, l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
Et dans les Hauts-de-Seine, le maire de Sceaux refuse l'arrivée des sulfateuses à PV, je cite, qui ne se répondent dans le pays. Oui, leur vrai nom, ce sont les voitures l'API comme lecture automatique des plaques d'immatriculation. On parle de ces voitures qui circulent en prenant en photo, en détectant automatiquement beaucoup d'infractions de stationnement, jusqu'à 1500 plaques scannées par heure. On est un peu passé, si vous voulez, de la moisson à la main à la moissonneuse-batteuse du PV. Eh bien, à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, quand le prestataire a voulu passer à ce système assez, entre guillemets, sulfateuse à PV, le maire a tout simplement refusé. Nous sommes avec lui pour en parler. Bonsoir Philippe Laurent. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'est vrai que c'est un système qui tend à se généraliser. Pourquoi est-ce que vous avez refusé ces voitures l'API? Après tout, si ça aurait permis de détecter plus d'infractions, ça aurait aussi rapporté plus d'argent aux finances municipales. Oui, bien sûr, oui. On peut voir les choses de cette façon-là. Vous savez, Sceaux, c'est une ville de 20 000 habitants, c'est pas une très grande ville. Nous essayons de maintenir dans notre ville un climat un peu convivial, faire en sorte que les règles s'appliquent, oui, mais avec une forme, entre guillemets, d'humanité et voire parfois une tolérance. Et donc, vous savez, nous avons atteint à Sceaux, sur le stationnement payant, un taux de respect qui est supérieur à 80%. Donc ça veut dire que quand même les gens respectent globalement les règles. Et pour ceux qui, par exemple, sont en train de se garer, vont chercher le ticket à l'eurodateur, même si maintenant on peut payer avec son téléphone. Mais enfin il faut leur laisser un peu de tolérance, les 10 minutes nécessaires. Et ces voitures, qui sont d'ailleurs à l'œuvre dans certaines des communes voisines de Sceaux, on voit bien que c'est quelque chose de totalement inhumain, quoi. Enfin, c'est mécanique. Voilà. Et donc, moi, je n'ai pas souhaité que ce type de matériel puisse donc travailler à Sceaux. On a préféré garder les agents sur le terrain. C'est pas d'ailleurs un métier facile, parce que malgré tout, il y a quand même des forfaits post-stationnement qui sont apposés. Donc, il y a quand même des gens en infraction. Donc, il y a quand même des PV, si je puis dire, qui existent, naturellement. Mais bon, voilà, c'est quand même... Mais pas d'outrance, c'est ce que vous voulez dire. Pas d'outrance, et puis surtout le contact, quoi. Alors même le contact, même si c'est pour engueuler la personne, c'est quand même pas tout à fait pareil que d'être démuni devant une machine qui passe. Et un courrier qu'on reçoit. Jean-Christophe Couvi veut réagir, syndicaliste policier. Bah oui, moi je trouve que ça c'est déshumanisé notre société et ça continue encore une fois. Je trouve qu'encore une fois on recule sur la proximité. Je trouve que la police elle est plus aussi en proximité qu'avant et les pervenches pareil. Vous savez son utilité publique. Aujourd'hui les gens on engrange de la frustration. Il y a rien de pire qu'en fait de recevoir sans pouvoir vous exprimer. Alors on disait pas que et moi j'étais contre le fait de dire que par exemple c'était des sacs de sable, mais on avait le droit de tout dire. Attention, il y a quand même un respect. Mais au moins vous pouviez expliquer pourquoi vous n'avez pas payé le parc-mètre, le rodateur, si c'était vraiment une course vite faite, etc. Et il y avait cet aspect de discernement. Aujourd'hui, on nous enlève notre discernement, donc on n'a plus vraiment de pouvoir sur la voie publique. Et surtout, encore une fois, c'est qu'on a fait un business de ça. Tout le monde a peur tout de suite en se garant. C'est déjà tout de suite, il faut vite trouver l'application. Et je suis encore une fois, il n'y a pas assez de rodateurs non plus dans les rues. Des fois, je vous mets à Paris, je vous mets au défi des fois de trouver un rodateur qui marche. J'ai un ami qui a pris un PV en allant chercher un ticket parce que le premier rodateur était en panne. Le temps qu'il revienne, il a vu la voiture qui était passée, 3 jours après, il avait le PV. Et tout le monde n'a pas un smartphone. Moi, je pense aux personnes âgées aussi qui conduisent, qui veulent se garer, elles savent pas manier les smartphones, etc. Donc en fait, on veut parler à des gens vrais. Et aujourd'hui, on parle qu'à des machines, on reçoit tout de façon automatique. Et je trouve ça dommageable dans une société. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes seul à défendre ce parti pris ou finalement il y a pas mal de maires qui font comme vous? Écoutez, je ne sais pas. Je pense qu'il y a en effet une forme de facilité des délégataires de stationnement, parce que nous c'est une société en effet qui a la délégation de service public, mais il y a peut-être une forme de facilité. Et puis compte tenu des difficultés que rencontrent aujourd'hui les collectivités locales et les communes en particulier pour équilibrer les budgets, oui, effectivement, nous perdons certainement quelques dizaines de milliers d'euros par an de recettes. Mais encore une fois, le sujet c'est l'équilibre entre ce type de comportement et puis une forme de convivialité dans la ville, d'humanisation. Moi j'y tiens beaucoup, nous y tenons beaucoup, j'espère et je crois qu'on y parvient,
c'est aujourd'hui les habitants, les gens, vers qui se tournent-ils lorsqu'ils veulent parler? Il y a la mairie, quoi, parce que la plupart des autres services publics sont très déshumanisés, ça se passe par Internet, etc. Au moins, nous maintenons à l'accueil de la mairie des personnes qui sont là, et je peux vous dire que beaucoup de gens viennent, même parfois sans avoir à demander quoi que ce soit, simplement pour bavarder un peu et dire qu'est-ce qui se fait comme travaux à tel endroit, etc. Donc c'est ce côté humain qui ne doit pas évidemment complètement occulter une forme de numérisation des choses. C'est pas la question, c'est pratique aussi, c'est pas le sujet. Enfin, c'est cette une répression intelligente. Voilà. C'est ça. En tout cas, espérons que vos administrés s'en souviendront. Merci et que beaucoup. D'autres maires s'inspirent de vous. Je dis ça comme ça. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était Philippe Laurent, maire de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger. J'ai parlé d'un doyen des maires qui a démissionné, qui est parti, qui a quitté son... Mélenchon pète les plombs, encore une fois. Et Jean-Christophe Couvi. On n'attend pas Patrick. C'est la Saint-Patrick. Moi, j'ai parlé de la Saint-Patrick. Ah très bien. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout de suite. Aïe. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h, enfin, on y arrive, parce qu'aujourd'hui c'est un peu particulier. Je vous le dis, heureusement que la police est là pour nous délivrer. Tu parles, non, elle est tapie dans l'ombre et prête à intervenir. Elle n'est toujours pas intervenue, 18h28. Jean-Christophe Couvi qui a un petit calepin, comme s'il allait nous mettre des PV, c'est quand même assez dingue. En fait, j'ai une mémoire visuelle et je note des idées. Parce que des fois on a des idées et moi je les note. Parce qu'on a toujours peur. Alors moi je suis pas un professionnel des médias, même ça fait 4 ans que j'en fais, et des fois on a des blancs. Et moi j'aime bien écrire et comme ça je mémorise. Et là je suis content parce que dès que vous écrivez, c'est après m'avoir regardé. Donc je pense que je dois avoir des influences. Et Philippe David sera capable de remplir les blancs. Tu sais, il ne fait aucun souci. Tu sais que c'est les carnets de Léonard de Vinci en fait. Il y avait les carnets de Léonard et il y a les carnets de Couvi. Et alors ceux d'Olivier d'Artigol. Un jour ils seront dans un musée. Ils grattent tout le temps. Et je rappelle quand même que j'ai écrit sur le visage de Philippe Bilger. David, il s'en est même pas aperçu. Si, moi j'étais en train de râler. Faut dire qu'il y a de la place, c'est une sacrée page. Bienvenue au club. On peut mettre d'ailleurs le nom de ton association sur le crâne de Philippe David, il y a assez de place, tu vois. Les amis, le tour de table de l'actu des vraies voix. Que la partie commence! Non, moi j'aime pas vos règles à géométrie variable. À chaque fois, je me fais entuber par Philippe David, qui est une racaille. Quand on parle du loup, on en voit la queue. En général, les poils pubiens ne m'intéressent pas du tout. Ah bon? Le tour de table de l'actualité. Qu'est-ce qu'on a pu dire comme connerie dans cette émission? Après ce que je vous ai entendu dire, Philippe Bilger, dans le jingle, je me demande si on va pas commencer par Jean-Christophe Couvi. Au niveau de la transition, si ça vous dérange pas. Bon, on y va alors. Aujourd'hui, donc, comme je disais, on va monter en puissance. Non, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour tous les Irlandais dans le monde entier. C'est la Saint-Patrick. Oui. Voilà, Saint-Patrick, c'était l'évangile. Notre directeur général. Oui, c'était l'évangélisateur de l'Irlande, et donc qui avait fait un sermon avec le fameux trèfle pour expliquer ce c'était que la Trinité. Voilà. Et donc du coup c'est resté. Et chaque année à cette période, effectivement, tous les Irlandais du monde entier font la fête. On a pas la musique irlandaise à l'époque. Et je trouve que c'est franchement il y a une fierté. Alors moi j'ai eu la chance d'aller jouer au rugby en Irlande, jouer pour une équipe anglaise, Newcastle d'ailleurs. Voilà. On avait fait une tournée là-bas et on avait été reçus, mais alors fantastique. J'étais chanter la Marseillaise quand même le soir. C'était à Omagh, je me rappelle. On avait fait à Omagh et Portrush. C'était deux villes. On avait été reçus. On avait fait des tournois. On était 3 Français. On s'est retrouvés sur une scène à chanter la Marseillaise. Et à l'époque, il y avait Cantona qui jouait en Angleterre, et tout le monde criait Oua Cantona, parce que c'était en Angleterre un dieu vivant, y compris en Irlande. Et moi, ce que j'aime bien, c'est cet esprit justement de patriotisme. Voilà. Les Irlandais, c'est un peuple aussi qui a souffert, qui est parti en émigré beaucoup aux États-Unis, et qui ont planté des colonies un peu partout. Et aujourd'hui, voilà, c'est leur fête. Joyeux anniversaire à tous les Irlandais. On adore l'Irlande, bien sûr. Dommage pour le tournoi, mais c'est nous qui l'avons gagné. Non, mais moi, j'aime aussi l'Irlande du Nord, en réalité. Alors, la souffrance, absolument. Tout est magnifique. Belfast, même avec ses cicatrices de la guerre civile, est magnifique. Magnifique.
Il faut aller au Connemara. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Faire du cheval sur les plages et tout ça. Non, mais c'est extraordinaire. Et c'est un peuple. Vous allez dans un pub, ils vont sortir une flûte, une guitare, il y a des chants. Et c'est pas forcément un peuple heureux au départ parce qu'il y a eu la pomme de terre, une voilà. Et en fait, ils vivent grâce à ça. C'est très chaleureux. Et la famille Kennedy. Jean-Christophe Couvi de nous avoir dépaysé quelque peu. On va revenir sur Philippe Bilger, le doyen des maires. Georges Rousseau passe la main. Absolument, j'ai eu. C'est maintenant. Oui, c'est maintenant. J'ai oublié également l'article concernant, mais c'est moins difficile que tout à l'heure où, grâce à vous, j'ai pu pallier mes carences. J'ai beaucoup aimé l'article qui parle de ce maire, qui l'était depuis 1981, un maire exemplaire et communiste dans une petite commune de 5000 habitants. Et ça m'a touché dans la mesure, pour une fois, alors que la vie politique est un affrontement permanent, là on avait une communauté sans exception qui admirait ce maire qui s'était dévoué depuis 1981 au service de ses concitoyens et qui le lui rendait bien. Donc il y a des moments où la vie politique, la vie municipale, grâce à des maires exceptionnels de dévouement et j'allais dire d'efficacité, offre des douceurs aux citoyens et c'était le cas. Oui, alors c'est vrai pour les maires, moi c'est très touchant, mais par exemple, il y a quelqu'un qui va quitter l'Assemblée nationale, c'est André Chassaigne, je pense que ça va être sur tous les bancs de l'Assemblée, je pense, je peux pas imaginer, je me souviens de Jean-Pierre Brard aussi, grand député, souvent c'est des députés communistes, mais vraiment, Chassaigne c'est quelque chose, j'en ai les larmes aux yeux, c'est comme le jour où Courson partira, vous comprenez? C'est moins bien. Parce que il y a une passion quand même de leur métier, c'est quand même des bosseurs acharnés, moi je trouve ça vraiment remarquable. Et c'est saluer le travail au moins. Moi, je voudrais saluer le boulot et qui permet de réhabiliter la politique. Les politiques ne sont pas que des gens qui font du buzz, ce sont aussi des gens qui bossent, quoi. Super. Beau, quand même. En tout cas, Georges Rousseau a 95 ans, donc il quitte son siège de maire. C'est à Rove, dans les Bouches-du-Rhône. Oui, mais écoutez, moi j'ai connu le maire de Périgueux, Yves Guéna, qui était un très grand maire aussi pour sa ville. Alors pour la petite histoire, ma mère était sa secrétaire, voilà. Donc j'ai connu de très très près. Et c'est effectivement un maire, c'est le premier édile. Il transforme la ville. Et en fait, l'importance, j'allais dire, c'est de rassembler les habitants autour justement d'un projet et de défendre corps et âme la ville, faire venir des touristes et puis la développer. Et c'est vrai que ça, je trouve ça extraordinaire que des gens mettent leur vie entière au service de leur administration. Les grands-mères, André Labarre. 44 ans de mairie, il a 95 ans, et je suis sûr que s'il avait encore la faculté, il continuerait, Philippe, en plus. Non, vraiment, il trouvait que ça avait, depuis 80, c'est bien. Hein. Oui, c'est très bien. Françoise de Gois, on va écouter un son, écoutez. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre... Il fallait pas publier ce visuel. Alors, attendez. Donc, maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Merci, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, mais je rappelle que c'est face à Francis Letellier, un journaliste qui restait très calme. C'est un super professionnel. Moi, j'aime beaucoup Francis Letellier, toujours très classe. Ça sert à rien, en plus de ça, d'affronter Jean-Luc Mélenchon en direct, parce que sinon, ça devient véritablement cataclysmique. Ça crée. Voilà, écoutez, quand on n'est pas capable, là, j'écoutais Jérôme Gage et Julien Drey qui connaissent très bien, parce qu'ils ont grandi avec Jean-Luc Mélenchon quand Jean-Luc Mélenchon était. Ils disent, on connaît complètement son tempérament. Tout ça, c'est de la fausse colère. C'est simplement
simplement à ce qu'il ne peut pas accepter de dire qu'il a tort en réalité, et qu'il n'y a pas une seule affiche qui ne soit pas validée, y compris des visuels sur Internet, par lui en personne. Donc, non seulement il y a le côté caractériel de Jean-Luc Mélenchon qui est de plus en plus insupportable, mais moi on pouvait glisser dessus quand c'est du domaine du folklore. Là, ça n'est plus ça. C'est-à-dire que il joue avec tous les codes antisémites. Cette affiche, évidemment, de A jusqu'à Z, du nord au sud, quelle que soit la façon dont vous la preniez, elle est profondément antisémite. Elle reprend tous les codes de l'antisémitisme, évidemment. Et alors dire est-ce que la France insoumise est antisémite ou pas, ça n'est même pas le sujet pour moi. Je vais vous dire ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que vous êtes antisémite ou pas, c'est pas le problème, c'est est-ce que vous jouez avec les codes antisémites. Et donc à partir du moment où vous jouez avec les codes antisémites, vous êtes évidemment associé. Et pour moi, c'est une blessure, vraiment, un grand chagrin. Je pense que Gage et Drey ont beaucoup de chagrin aussi parce que ça a été leur professeur quand même, Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est un type extraordinaire sur le plan de l'intelligence politique, mais là ça ne peut pas durer, ça ne peut plus durer. Il faut qu'on se décroche. De toute façon, les choses se font naturellement. On ne peut pas continuer à tracer avec un personnage pareil. Et puis la défense de dire, pardon Philippe Bilger, que c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle fonctionne que par la main de l'homme. Oui, et puis après, on n'est pas obligé de valider le visuel de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il semble que l'intelligence artificielle ait été retouchée d'ailleurs par LFI. Bon, mais j'aurais été prêt à trouver acceptable la démarche d'un Jean-Luc Mélenchon parce qu'au fond, le journaliste n'est pas sacré. On a le droit de lui répondre, même vigoureusement. Mais là, il avait face à lui quelqu'un de très normal, de très calme, qui lui posait des questions de manière sereine. Et là, il révèle à quel point son caractère pour rester. Attention, on a en fait, très vite, je suis désolé, mais c'est le vrai visage des LFI. En fait, quand on les voit nous dans les manifestations, non, mais ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est vrai, nous on les voit dans les manifestations. Et Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai encore pendant la campagne où j'avais mon collègue du 93 qui était en face de lui sur une émission, il lui a parlé, mais vraiment comme comme un chien, et à la fin, on l'a vu. Encore une fois, c'est le vrai visage. Je suis désolé, mais c'est encore les vieilles traînées marxistes. C'est pas marxiste, c'est trotskiste. Oui, mais pareil. Mais même Marx était même antisémite. C'est marrant comme vous disiez. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Il était juif, mais antisémite. C'est ça qui est différent. C'était la honte. Relisez un petit peu. Excusez-moi. On va pas glisser sur le. C'est un autre sujet, les amis. Mais c'est le ton surtout qui est insupportable. C'est-à-dire qu'encore une fois, tout de suite, on voit le ton menaçant, et le journaliste a eu raison de garder son calme, parce qu'au moins on a vu le vrai visage. Merci beaucoup Françoise. Et cette information qui vient de tomber, l'Algérie qui rejetterait la liste d'expulsés prioritaires transmise par le gouvernement français. Allez, vous restez avec nous, puisqu'il y a 5 ans, c'était aujourd'hui à midi, voilà, on se confinait pendant 128 jours, une épreuve qui, selon Emmanuel Macron, a révélé notre unité, mais qui, pour Marie-Estelle Dupont, qui sera avec nous dans quelques instants, c'est une entrave à la jeunesse. Alors parlons vrai, quels souvenirs gardez-vous de ces confinements? Venez le dire au 0826 300 300. Et à cette question, confinement, est-ce que les privations de liberté ont été proportionnées? Vous dites non à 93%. Vous voulez réagir? Encore et toujours, le 0826 300 300. On fait une petite pause, on revient dans un instant, à tout de suite. Vous avez vu Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio. Dans la limite des stocks disponibles. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus. Merci en tout cas de commencer cette semaine avec nous. Autour de nous, Philippe Bilger, Françoise de Gouache, Jean-Christophe Couvi, bien entendu, avec Philippe David. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Françaises, Français, fidèles à une tradition qui nous est chère, je suis heureux de vous présenter tous mes vœux pour l'année qui s'ouvre. Tous les lieux qui ne sont pas indispensables à la bonne marche du pays sont fermés. Un mystérieux virus à l'origine d'une épidémie en Chine. En France, le président Emmanuel Macron vient de décider de fermer toutes les écoles. Les scientifiques lui ont trouvé un nom de code, 2019-nCoV. Nous sommes en guerre. Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire
nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Nous sommes en guerre. Il y a 5 ans, la France confinait donc face à la pandémie du Covid-19. Une épreuve qui a révélé, je cite, la force de notre unité, a écrit le président Macron. Cette atteinte exceptionnelle à la liberté d'aller et venir a entravé la construction de la personnalité des jeunes. C'est ce qu'estime notre invité qui sera avec nous dans un instant. Alors parlons vrai. Vous sentiriez-vous capable de revivre un nouveau confinement? Et à cette question, confinement, est-ce que les privations de liberté ont été proportionnées? Vous dites non à 93%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Marie-Estelle Dupont est avec nous, un psychologue, clinicienne, psychothérapeute qui a publié Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants, chez Guy Trédaniel, éditeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Il semble acquis aujourd'hui que la jeunesse, une partie de la jeunesse a été gravement perturbée psychologiquement et peut-être physiquement par le confinement. Vous avez raison. Simplement, mon interrogation porte sur le point de savoir si cette lucidité rétrospective aurait pu être éradiquée dès l'origine. Je me demande si dans l'arbitrage à faire entre la sauvegarde de la santé publique et évidemment l'exigence de maintenir la jeunesse dans un état où elle ne perdait pas toute espérance, eh bien, est-ce que c'était si facile à faire? Je me demande, au fond, ce que le gouvernement aurait dû faire pour éviter ce qu'on constate aujourd'hui. Françoise Degois. Oui, moi c'est ça. C'est après faire de la post-théorisation, ça m'intéresse pas. Je pense qu'on a pris les bonnes décisions. En réalité, on peut refaire le débat éternellement. Et est-ce qu'on serait prêt? Parce que c'est ça le questionnement. Je pense qu'on sera prêt. Parce qu'un jour, ça reviendra inévitablement. On le sait tous, on rentre dans le temps des virus, etc. Donc, je suis certaine qu'on a une capacité à résilier qui est extraordinairement élevée. Mais j'attends d'avoir notre spécialiste parce que sur la jeunesse, je veux qu'elle m'explique qu'est-ce qui a été en action pour la briser comme ça. Jean-Christophe. Alors, moi, on a vu des choses, nous, policiers, on était en première ligne, on nous a dit qu'on avait un travail, justement, comme beaucoup de fonctionnaires, première ligne, on a vu des choses inadaptées, on n'avait pas le droit de porter le masque, on nous a promis qu'il y avait des masques dans un entrepôt, c'était le plus gros mensonge d'État qui existait. Les plages dynamiques, rappelez-vous, on pouvait pas, non mais c'est des choses, en fait j'ai l'impression que des fois on a servi de cobaye aussi, de tests à grandeur nature dans le monde, et surtout c'est que nos gamins, ils n'ont pas eu de société en gros pendant 2-3 ans. Et après aujourd'hui on le voit nous dans la délinquance. Pourquoi on voit des jeunes. Attendez. Parce que il y a eu plusieurs confinements et ça a traîné, et il y a eu on avait les masques, il fallait se méfier des autres parce que la personne qui est en face de vous peut vous tuer, vous donner un virus. Enfin, je veux dire, tout ça, et on le voit, il n'y a pas eu de société, et aujourd'hui on voit que les enfants manquent d'empathie, puisqu'ils sont capables de tuer pour un téléphone, etc. Et moi, je fais la relation, la corrélation, même le corollaire, avec peut-être justement ce confinement il y a 5 ans. Marie-Estelle Dupont, vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute. Vous avez publié Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants, publié chez Trédaniel. Vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre, notamment de Jean-Christophe Couvi? Alors, pour ma part, il n'y a pas de lucidité post-crise. J'ai commencé à intervenir dans les médias le 16 mars 2020 et j'ai dit « Attention, on va avoir un gros problème avec les mineurs ». Je l'ai dit à RTL, je l'ai dit à LCI, je l'ai dit oui, on avait fait des plateaux ensemble, je m'en souviens, vous aviez dit. J'étais avec Françoise Dejoie à LCI, je m'en rappelle. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé en 2020, et c'est peut-être le point positif de cette crise, c'est qu'il s'est mis à exister dans les médias l'existence du psychisme. C'est-à-dire qu'on a voulu nous faire croire que la santé était réduite à la circulation d'un virus. Et bien évidemment, moi et d'autres cliniciens, nous avons alerté, nous avons dit attention, on va avoir un gros problème. Le gros problème est arrivé en février 2021 avec la vague pédopsychiatrique où on a eu quand même plus de 600% d'augmentation des admissions à Necker. On avait des enfants de 9 ans qui essayaient de se jeter par la fenêtre parce qu'évidemment, ces mesures, en faisant éclater du jour au lendemain tous les repères familiaux et scolaires, ont précipité des familles qui étaient sur un équilibre un peu précaire
du mauvais côté. Donc les violences intrafamiliales, elles ont augmenté, les addictions des parents, elles ont augmenté, le support social qu'il pouvait y avoir avec le club de foot ou les grands-parents, c'était terminé. Donc évidemment que les mineurs se retrouvaient dans une position très critique. On l'a vu, on a prévenu, on a expliqué les spécificités du développement cérébral de l'enfant, on a eu une vague pédopsychiatrique, on nous a dit oui, mais il n'y a que le Covid qui compte. Et ensuite, quand des revues scientifiques ont montré que les aires cérébrales liées aux compétences sociales, c'est-à-dire à l'empathie, et je vous remercie de l'avoir souligné, étaient diminuées chez les bébés nés pendant le Covid, on nous a dit « Ah bah oui, vous aviez raison ». Alors c'est un petit peu le problème des sociétés régies par les statistiques, c'est que quand les cliniciens s'expriment, on leur dit que ce sont des alarmistes, et puis quand on a les chiffres, eh ben le mal est fait. Sauf que quand vous mettez un bébé humain dans une crèche pendant 9 heures, et qui n'a pas accès au visage humain, qui ne voit que des yeux, comment voulez-vous qu'il imite le mouvement des lèvres? Donc en arrivant à l'école, ces enfants qui n'ont pas eu accès à la parole ne peuvent pas parler correctement. Donc on a des retards de parole. Et quand vous n'arrivez pas à parler, vous supportez pas votre frustration. Donc vous êtes plus agressif. Ça s'appelle le développement cérébral et tout le monde s'en fout. Moi je me souviens, c'est vrai, je témoigne, on faisait, parce que nous on n'était pas confinés, on faisait quasiment de l'antenne tous les jours et effectivement vous étiez la première à alerter, vous particulièrement. J'ai juste une question. C'est vrai, qu'est-ce qu'on aurait dû faire en réalité? Est-ce qu'on aurait dû séparer les adultes, avoir un régime... à risque et les personnes pas à risque. Je voudrais poser ma question. Oui. Est-ce qu'il fallait vraiment avoir un traitement spécial pour les jeunes ados, les préadultes? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Je crois que si vous voulez, on a le droit dans l'urgence de ne pas savoir, mais on a le devoir de ne pas persévérer dans l'erreur. Et quand on a constaté les dégâts sur les personnes vulnérables, c'est-à-dire les mineurs et les personnes très âgées, qui mourraient de tristesse. Elles mourraient pas du Covid, elles mourraient de tristesse de plus voir leurs proches. On en est quand même arrivé à un point où on pouvait plus faire des enterrements. Je crois qu'il aurait été intelligent et urgent de dire la santé ne se réduit pas à la circulation d'un virus. Si on est en guerre, il y a des chartes de protection des mineurs. Qu'est-ce qu'on met en place pour protéger les enfants? Parce que c'est quand même une maladie qui n'est pas létale pour les mineurs. Et au lieu de ça, on a persévéré, on a dit ils iront pas faire de foot s'ils sont pas injectés, on va reconfiner, si t'es cas contact, s'il y a un cas positif dans la classe, on ferme la classe du jour au lendemain. Donc en fait, on rendait les enseignants, les parents et les enfants complètement barges parce que les repères changeaient tout le temps. Il y avait des écoles quand même qui recevaient des protocoles d'accueil différents toutes les semaines. C'est vrai, je me souviens. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, quand les gens ils sont dans des injonctions paradoxales tout le temps, des choses qui changent, ils en peuvent plus, ils craquent et ça génère aussi de la maltraitance institutionnelle avec des situations d'humiliation où j'ai vu des maîtresses d'école qui scotchaient le masque sur le nez des élèves. Donc en fait, on est arrivé à un point où on a été dans une fuite en avant, on a refusé évidemment cette capacité à discriminer au bon sens du terme en disant les mineurs, ils sont, comme l'a dit Christelle Gralleguen au CHU de Nantes, ils sont plus touchés par les mesures, c'est-à-dire qu'ils se suicident, ils se scarifient, ils sont derrière des écrans, que par le Covid. Et donc on avait des passages aux urgences, non pas parce qu'ils avaient des problèmes avec le Covid, mais parce qu'ils n'en pouvaient plus d'être assignés à résidence alors qu'ils étaient en bonne santé. Donc je crois que dans un pays où on dit aux jeunes que pour être des bons citoyens, ils doivent renoncer à tous leurs besoins pour grandir, à un moment donné, il faut quand même avoir l'humilité de se remettre en question. À votre avis, sur quel socle on peut espérer opérer une reconstruction de cette partie de la jeunesse qui a été très gravement affectée? Alors, je dirais d'abord par le biais de l'instruction. C'est-à-dire que je pense que pour se récupérer après un trauma, on a des ressources et ces ressources, elles sont notamment intellectuelles et imaginaires. Or, le niveau de l'instruction est aujourd'hui tellement bas, les enfants ne lisent pas, etc., que je pense qu'en remettant l'exigence d'un bon niveau d'instruction, on va redonner des ressources intellectuelles à la jeunesse qui va être en capacité à nouveau de penser et de critiquer. Est-ce qu'il y a une volonté politique de ça ? Je n'en ai pas l'impression, mais je suis experte en psychologie, pas en politique. Jean-Christophe Couvi veut réagir. Alors oui, effectivement, je me rappelle à l'époque, c'était comment on voulait faire tenir des enfants dans un appartement, par exemple, un 3 pièces. Ils avaient besoin, des gamins, ça a besoin de vie, de sortir, etc. Et donc, je peux comprendre qu'aujourd'hui, oui, il y a des cas de souffrance. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on n'assiste pas à un sas de décompression ? Et est-ce que c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a un problème avec l'autorité ? C'est-à-dire
qu'on a tellement à un moment donné imposé l'autorité de rester, d'être confiné, d'obéir à des règles. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est pas un défi à l'autorité par rapport à ça ? C'est vraiment important ce que vous soulignez. Et moi, je l'avais dit dans le Figaro en 2021. J'avais dit dans 5 ans, on aura des jeunes soit dépressifs, soit violents. Et c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un âge où ils ont besoin de se structurer avec des limites, on doit leur mettre des interdits qui sont structurants. Et en fait, on a enlevé les interdits structurants et on a mis de la coercition infantilisante. Sors pas de chez toi, tu vas tuer papy et mamie. Reste dans ton trait à la craie dans la cour de l'école. Et donc, si vous voulez, quand la figure d'autorité qui doit être exemplaire et légitime se discrédite au point de donner des ordres complètement absurdes. Enfin, on a eu quand même des stations de sport d'hiver sans remontée mécanique. Je veux dire, à quand les piscines sans eau, comme dit mon fils aîné. Et vous savez, on avait les restos fermés, mais les clubs libertins ouverts. Donc, pour les distances de sécurité, c'est un peu dangereux, à mon avis. Mais c'est que mon point de vue. Parce qu'à un moment donné, tout est devenu cul par-dessus tête. Pardon, excusez-moi. Ça va bien avec ce qu'il vient de dire, cul par-dessus tête. Au niveau de la liaison, on est pas mal. Allez-y, finissez. Pardon. Mais moi j'ai une question. Ça touche quelle proportion à peu près j'ai envie de dire en chiffres? On est sur des centaines de milliers, sur des millions? On est sur quelle masse en réalité, docteur, en fait? Alors, je suis pas docteur. Mais moi je vous appelle docteur parce que vous me faites du bien. on a un gros problème sur la consommation de psychotropes qui est entre 2 et 3 fois supérieure à avant 2019 chez les jeunes femmes. Chez les jeunes femmes, c'est-à-dire 24 ans, chez les 18-24 ans. Les 18-24 ans, ils vont vraiment pas bien. On a une augmentation significative des gestes suicidaires. D'accord. Chez les moins de 15 ans, quand même, pendant l'hiver 2021, on avait 299% d'augmentation des intentions suicidaires et des gestes suicidaires. Donc, comme ils prennent 2 ou 3 fois plus de médicaments qu'avant, et qui sont très anxieux et très repliés sur eux-mêmes, ça touche quand même une grosse proportion. Enfin, il y a un Français sur 5 qui avait confié pendant la crise avoir pensé à se faire du mal. Donc ça en dit quand même assez long sur le mal-être de cette jeunesse qui a du mal à se projeter. Mais pourquoi ? Parce que c'est pas le confinement seulement, c'est de façon plus systémique un management par la peur qui fait que il y a eu la peur du virus, maintenant il y a la peur de la guerre, il y a l'inflation, et comme ils sont en permanence dans un registre de peur, à un âge où ils ont besoin de faire des projets, ça les casse complètement, ça leur brise les ailes, et ils ont beaucoup de mal à construire un projet, et donc ça les pousse vers des comportements très compulsifs et très addictifs. Et chez les jeunes garçons, alors chez les jeunes filles, il y a une augmentation des troubles du comportement alimentaire très importante, et chez les jeunes garçons, il y a une augmentation des addictions et des passages à l'acte violent, évidemment aussi parce que tout le temps qu'ils passaient pas dehors, ils l'ont passé derrière des écrans. Merci beaucoup, Marie-Estelle Dupont, psychologue, clinicienne, psychothérapeute, et puis ce livre, Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants, chez Trénat Gaël, éditeur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe Bilger, merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, et les machins faux et machin trucs. Et merci beaucoup Françoise de Gois. Merci les amis. Mais c'est pour vous embêter ça. Allez, super, parce que vraiment. Les ouvriers le disent. Oui. Ah bon ? Oui, je suis un ouvrier de la police nationale, madame. Oh, mon petit chat. Oui. Philippe David, dans un instant. Les vraies voix citoyennes avec 2 belles associations. Une association qui aide les malades du cancer en faisant de la plongée. Et on va en parler, ça les aide beaucoup. Et une deuxième association pour les enfants et les personnes qui souffrent de syndrome 10. Vous savez, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Et en l'occurrence, moi, je vous retrouve demain à partir de 17h. Passez une très belle soirée avec Philippe David. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.